Bonjour à tous et bienvenue. Avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler ma mission: inspirer les gens à faire des choix plus conscients pour leur santé afin qu'ils deviennent les protagonistes de leur propre bien-être psychophysique. Dans mon podcast, j'invite des experts, des personnes qui m'inspirent ou qui partagent ma passion pour l'optimisation de la santé et le biohacking. Si vous n'êtes pas encore familier avec ce terme, le biohacking est en fait l'art de développer notre potentiel. Être un biohacker, c'est avant tout un état d'esprit, une mentalité, le désir de devenir la meilleure version de soi-même. Ce qui caractérise tous mes invités, c'est la conviction qu'améliorer sa santé de manière préventive est toujours plus bénéfique que de traiter les maladies. De nombreuses maladies pourraient être évitées si les gens commençaient à prendre conscience de leur corps et de son fonctionnement. Je tiens à vous rappeler que toutes les informations contenues dans ce podcast sont purement informatives et indicatives et qu'elles ne se substituent pas à une consultation médicale ou thérapeutique. Si vous êtes un fan de ce podcast, aidez-moi à le diffuser au plus grand nombre. Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez parrainer ce podcast, vous pouvez envoyer un courriel à vanessa.bertinotti@gmail.com. Aujourd'hui, nous parlerons d'une vie pour la danse avec Julien Favreau. Premier danseur soliste du Béjar Ballet Lausanne, il a étudié la danse classique et contemporaine à l'École nationale de danse de La Rochelle sous la direction de Colette Milner. En 1994, il intègre l'école atelier Rudra Béjar Lausanne et en 1995, il rejoint la compagnie du Béjar Ballet Lausanne. En 2006, il reçoit le prix des étoiles de ballet 2000 à Cannes et en 2012, le prix de danse Positano, Léonide Massine. Bonjour Julien et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait très plaisir. Et on part peut-être avec ton histoire. Peux-tu nous raconter ton histoire? Quand ta passion pour la danse a-t-elle commencé? Et pourquoi as-tu décidé de déménager en Suisse à l'âge de 16 ans pour rejoindre l'école atelier Rudra Béjar à Lausanne? Alors moi, je viens d'une famille où il n'y a pas d'artistes. Mhm. Ma mère était plutôt dans la comptabilité, mon père était dans le métier de la bouche, comme on dit en France. Il était pas restaurateur, mais il était traiteur. Il préparait à manger pour les événements, pour les mariages, les baptêmes et tout ça. Et donc dans la famille, il n'y avait pas vraiment de personnes déjà impliquées dans le milieu artistique. Ma mère avait fait un petit peu de danse, je pense, quand elle était jeune, mais c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas. Et à l'âge de 7-8 ans, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est déclenché en moi où j'ai senti que je voulais apprendre à danser. En fait, c'est une petite anecdote, mais la sœur de ma maman était avec un garçon qui est devenu mon oncle, et à l'époque, il était DJ. Il organisait des soirées, puis il mettait de la musique. Et une fois, par hasard, je me suis retrouvé dans cette soirée et j'ai vu les gens avec la musique, j'ai vu les gens danser et je me suis dit, oh waouh, c'est vraiment... J'ai trouvé ça fascinant. Et quelques temps après, j'ai demandé à mes parents, j'ai dit, mais je veux aller dans ce genre de soirée, mais je veux savoir danser, je veux savoir comment utiliser mon corps. Et du coup, dans l'entourage de mes parents, à l'époque, il y avait quelqu'un qui était justement professeur de danse. Et je pense que mes parents lui en ont touché 2 mots. Et puis cette dame m'a dit, bah, écoute Julien, si tu veux danser, il faut commencer par la danse classique. Et moi j'ai dit, je sais pas ce que c'est, mais allons-y, let's go, vraiment, on y va quoi. Et je me rappelle que j'ai fait 1 année de danse avec cette dame. Et j'ai tout de suite adhéré, accroché. J'ai vraiment senti que c'était finalement quelque chose, un univers dans lequel je me sentais à l'aise et qui permettait de m'exprimer en fait, avec mon corps. J'aimais bien mettre de la musique, même moi tout seul après à la maison, et danser, créer une histoire dans ma tête, exprimer quelque chose. Enfin, il y avait vraiment quelque chose ça me procurait moi-même des émotions, et je me suis très vite rendu compte que quand je dansais, même si j'étais pas forcément conscient de ce que je faisais, les gens qui me regardaient ou qui me voyaient danser, ça leur procurait aussi une émotion. Donc, même quand on est gamin et qu'on se rend compte de ça, qu'on prend connaissance de ça,
c'est assez motivant en fait. Moi, très jeune, on m'a dit mais Julien, il faut qu'il continue, il a quelque chose de particulier, il a ce côté un petit peu solaire et tout ça. Et même à 7-8 ans, même si on n'est pas conscient de tout ce que ça veut dire, de tout ce que ça implique, mais j'ai tout de suite, ça m'a tout de suite déclenché quelque chose dans la tête où je me suis dit, mais si il se passe quelque chose, il faut que je continue. En tout cas, ça m'a vraiment motivé en fait. Et puis j'ai continué à danser, j'ai changé d'école, j'ai été dans une plus grande école, je suis arrivé à La Rochelle. Et là, c'était une école beaucoup plus sérieuse. Je me suis retrouvé confronté à une vraie classe de garçons. Donc il y avait vraiment un cours de garçons consacré à la danse, mais masculine. C'était vraiment, et ça, à l'époque, dans la petite école, je ne connaissais pas ça. Donc c'était très enrichissant. J'ai passé pas mal d'années dans cette école. Et puis au bout d'un moment, enfin, après quelques années, j'ai compris que la danse, je voulais en faire mon métier. Donc il a fallu commencer à passer des concours, commencer à passer des auditions à droite à gauche pour essayer d'intégrer soit déjà une compagnie professionnelle ou une école semi-professionnelle qui servent de tremplin pour justement accéder pour faire carrière, quoi, en fait. Et sur les conseils de mes professeurs, j'ai passé plusieurs concours et plusieurs auditions. Et voilà comment je suis arrivé finalement à Lausanne. Car après avoir passé une audition, on m'a dit, voilà, si tu veux, tu peux intégrer l'école Atelier Roudra Béjart à Lausanne. J'avais le choix entre Béjart à Lausanne et Roland Petit à Marseille. J'avais été engagé dans les deux. Et finalement, mon choix s'est porté sur Lausanne pour diverses raisons. C'était plus facile, plus pratique. Et puis finalement, je ne regrette pas du tout parce que artistiquement, je pense que le style de Béjart correspondait beaucoup plus à qui je suis, en fait. Donc ça s'est fait beaucoup plus naturellement. Intéressant. Et comment as-tu vécu la transition entre l'école Atelier Roudra Béjart et la compagnie Béjart Ballet Lausanne? Parce que là, c'est encore un step up. Là, ça a été un moment difficile. Parce que je suis arrivé donc à Lausanne en 94. Donc j'avais 16 ans pour intégrer l'école. Et normalement, quand vous intégrez l'école, le cursus dure 2 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de ma première année, je reçois un coup de téléphone, c'était les vacances d'été, je reçois un coup de téléphone et c'était la secrétaire qui me dit, Maurice a besoin d'un danseur et son choix s'est porté sur toi. Donc dans 15 jours, tu ne fais plus partie de l'école, tu reviens à Lausanne et tu intègres la compagnie, tu deviens professionnel. Donc à 17 ans, j'ai signé mon contrat, je suis arrivé dans cette compagnie où on était à peu près 35, il y avait 35 danseurs. Moi, j'avais 17 ans. Ensuite, je pense que la moyenne d'âge, c'était plutôt 30 ans, 35 ans. J'étais un petit peu le bébé de l'équipe. Et ça m'a pris du temps. J'étais ravi, évidemment. C'était inespéré. Secrètement, je pense que c'est quelque chose que j'espérais. Enfin, c'est quelque chose dont j'avais vraiment envie. Mais ça s'est fait vraiment de façon un peu précipitée. Que quand je me suis retrouvé là, avec d'autres danseurs, on m'a dit... tout d'un coup, en fait, le step entre l'école où on vous mâche tout, on vous explique, on dit tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Tout d'un coup, tu fais un step dans le milieu professionnel et là, tu dois utiliser tout ce que tu as appris, mais tout d'un coup, on te dit tu dois apprendre ça, prends la vidéo, va travailler tout ça dans un studio, dans 2 jours, on va regarder si c'est bien ou pas. Donc là, tout d'un coup, il y a une espèce de prise en charge personnelle. Tu sais pas si tu fais bien, si tu fais mal, et ça a été très compliqué pour moi au début. J'avais peur de finalement montrer qui j'étais. Ça m'a pris du temps, et je me rappelle même Maurice, après 3 ou 4 mois, Maurice Béjart m'a dit mais j'ai peut-être fait une erreur, t'es peut-être un peu trop jeune, j'hésite à peut-être te remettre à l'école pour que tu finisses vraiment l'école, et puis ensuite tu reviendras à la compagnie. Il m'a dit mais je te laisse encore un petit peu de temps pour voir si l'adaptation se fait correctement ou pas. Et en fait, il a fait quelque chose qui m'a ensuite libéré. C'est qu'un jour, Maurice a dit Maurice avait décidé de faire une création sur une musique d'Alban Berg. C'était une création de 20 minutes.
Il a dit, il me faut 3 danseurs. Donc il choisit une fille qui était déjà là depuis quelques années, elle était soliste, un autre garçon aussi. Et là, avant de avant de dire la troisième personne, tout le monde était en mode... parce que être choisi par Maurice pour participer à une de ses créations, c'était un peu la consécration. C'est ce que tout le monde espérait. Et là, tout d'un coup, il dit, bon, la troisième personne, c'est Julien. Et là, je me rappelle, toute la compagnie s'est retournée vers moi en disant, quoi ? Lui, le petit bébé qui pleure tout le temps, qui n'a pas confiance en lui, qui sait pas bien danser encore et tout. Et moi, j'étais là, oh là là. mais finalement, ensuite, donc, j'ai eu la chance de travailler directement avec Maurice dans le studio. Il y avait vraiment cet échange. Et du coup, ça m'a permis de montrer... ça m'a donné confiance. Et ça m'a aussi... En fait, il m'a mis en confiance et il m'a montré aussi comment on travaillait, sa façon de travailler, sa façon de créer, de comment partir d'une idée pour ensuite arriver à quelque chose, à une création, à une émotion, à vouloir dire quelque chose, à s'exprimer finalement avec son corps. Et c'est ce que je voulais faire, donc c'était parfait. Une magie, donc il t'a pris sous son aile pour faire un peu cette transition. Oui, finalement, je crois que Maurice avait une vision... Évidemment, il était créateur, mais il était aussi... En fait, il savait que pour faire ses créations, il avait besoin des danseurs. Donc, les danseurs étaient toujours très choyés, on était vraiment bien... Le travail était très dur, très exigeant, mais Maurice... Maurice, il m'a éduqué. Il m'a dit, tu dois lire ce livre, tu dois aller voir cette exposition, tu dois écouter cette musique. Donc voilà, il m'a nourri pour que ensuite, quand j'arrivais dans le studio, que j'ai quelque chose aussi en réponse à ça, que j'arrive dans le studio avec une espèce de richesse pour que la chorégraphie, ça soit pas juste lui qui me dise là tu lèves le bras, là tu mets la jambe comme ci, là tu... Non, il y avait vraiment un échange. Lui, il me proposait quelque chose, mais à mon tour, il fallait aussi que j'ai une réponse, une proposition, et c'est comme ça qu'on construisait un petit peu la chorégraphie. Intéressant. Et qu'est-ce que la danse pour toi ? Est-ce que tu as réfléchi dans ces années quelle signification pour toi à la danse ? Moi, je dis toujours que la danse, en fait, il y a un débat sur est-ce que quand on est danseur, est-ce qu'on est artiste ? Évidemment, on est artiste, mais on est aussi un peu sportif. Oui. Et moi, la danse, je dis toujours, il y a des gens qui choisissent... ils s'expriment à travers la voix, il y a des gens qui choisissent l'écriture pour s'exprimer, d'autres qui choisissent la peinture. Moi, je crois que mon moyen d'expression, c'est vraiment l'expression à travers le corps. J'ai besoin du mouvement, ou j'ai besoin de... Ouais, c'est mon moyen d'expression. Je pense que je dis toujours que si quelqu'un veut vraiment me connaître ou voir qui je suis, alors il faut venir me voir sur scène. Claire. Parce que finalement, sur scène, c'est le vrai Julien. On ne peut pas tricher, en fait. Il y a, évidemment, parfois, tu joues un rôle, tu interprètes, mais finalement, tous ces rôles, même s'ils sont tous différents les uns des autres, ils sont tous un petit peu de moi dedans, en fait. Donc, je pense que le vrai Julien, c'est celui qu'on voit sur scène. Et en plus, je dis toujours que sur scène, moi, je me permets toujours de faire finalement plus de choses que je me permettrais de faire dans la vraie vie. La scène, c'est un espèce d'exutoire comme ça, même si on sait qu'il y a une salle entière qui nous regarde, mais on la voit pas, elle est dans le noir, nous on est sur scène, sous les projecteurs, mais il y a cette espèce de... C'est un espace de liberté, en fait. La scène, pour moi, c'est un espace de liberté totale où tu peux pleurer, tu peux rire, tu peux partager quelque chose avec ta partenaire, il peut se passer des choses très fortes, il y a des émotions, parfois, oui, tu pleures, ça te fait mal, parfois, c'est pour ça que c'est ça que j'adore, c'est vraiment... Et peut-être qu'au début, j'étais pas conscient que ça allait me procurer que j'allais vivre tout ça, mais avec le temps, c'est aussi pour ça que je continue et j'ai pas envie d'arrêter. Ouais. Et tu es justement l'un des derniers danseurs encore actifs dans la compagnie à avoir eu la chance de travailler aux côtés de Maurice Béjart.
quelles sont les leçons les plus précieuses qu'il t'a transmises? Tu nous as déjà un peu introduit dans cette relation, mais... Je crois que un des principaux caractères ou critères que Maurice m'a transmis, c'est de danser, mais de prendre du plaisir. C'est vraiment, la danse, même si parfois c'est douloureux, parfois t'as pas envie parce que parfois t'es cassé physiquement, le corps. Notre outil de travail, c'est notre corps. Et donc on dépend vraiment de notre condition physique. Et même si on est super entraîné, même si on a une hygiène de vie incroyable et irréprochable, il y a des jours où le corps, il est moins performant, où il n'a pas envie, où il est fatigué. Mais donc, il faut passer au-delà de ça. Et en fait, la danse, ça doit être du plaisir. Ça doit être du plaisir et ça doit vouloir surtout dire quelque chose. C'est pas juste danser ou bouger pour bouger. En fait, il y a toujours un message. Pour moi, c'est important. C'est une danse, et l'œuvre de Maurice, elle est comme ça. C'est une œuvre qui, même si c'est sur de la musique abstraite, même si c'est sur le boléro de Ravel que tout le monde connaît, mais chaque mouvement a un sens. Ça veut dire quelque chose. C'est pas que du mouvement. Et même les chorégraphies les plus abstraites, il y a toujours un sens, il y a toujours une histoire, il y a toujours... le geste veut dire quelque chose. Mais on a l'impression que parfois ça ne veut rien dire, mais non, au fond, Et si toi, l'interprète, tu sais ce que tu racontes, le public va accrocher, le public va adhérer. Si tu bouges juste pour bouger, le public va dire « Ah oui, c'est joli, ah oui, il a une jolie qualité de mouvement », mais si on arrive à exprimer quelque chose, le public forcément va ressentir. Et je pense que c'est là où il se passe. Il y a une espèce de connexion et le public va être touché à son tour. Donc il va ressentir une émotion. Oui, c'est comme tu as dit au début, c'est ton moyen d'expression, donc c'est ton langage à toi. Et être justement sur scène, quand tu parles, c'est clair que tu résonnes et tu touches aussi l'âme des personnes, pour finir. Là, je me rends compte que, tu vois, en parlant, j'arrive pas forcément à exprimer ce que je voudrais vraiment dire, tu vois. Et du coup, j'ai presque envie de... Je préférerais presque ne pas parler Mais je pense que c'est un langage beaucoup plus universel parce qu'en en fait... nous, quand on parle ou quand on voit des images, on interprète toujours, non, le langage. Tandis que la danse, le langage du corps, pour finir, c'est pas une question rationnelle. La personne qui te regarde n'utilise pas le côté rationnel, mais son côté irrationnel, donc le cœur. Et donc c'est pour ça peut-être que c'est un langage beaucoup plus puissant, en fait, et universel. Et je suis d'accord. Et en plus, c'est que toi, encore une fois, c'est comme dans le processus de création. Béjart propose, toi tu proposes. Ensuite, quand tu vas sur scène, tu fais une proposition, tu interprètes une proposition d'interprétation, mais le public, il y a des jours où le public va peut-être le prendre ou l'interpréter d'une certaine façon, puis le lendemain, toi, tu vas faire la même chose, mais le public... en fait, on est tous différents et on a tous un background, on a tous un vécu. Il y a des jours, parfois, quand le public vient le soir au spectacle, tu sais pas ce qui s'est passé la journée. Dans la journée, peut-être qu'ils ont passé une sale journée au bureau, au travail, ou tu vois, et tu viens voir le spectacle, mais tu sais pas avec quel œil ils vont regarder, tu vois. Enfin, donc, moi, j'essaye toujours d'être le plus... En fait, il faut toujours aller chercher la vérité, le vrai. Il faut... L'authenticité. L'authenticité, oui. Et donc, tu parlais d'œuvres de Maurice Béjart. C'est une œuvre justement vaste, son répertoire de ballets est incroyablement étendu. Qu'est-ce qui rend les ballets de Maurice Béjart uniques et si puissants? Quel est le langage chorégraphique de Maurice Béjart? Tu en as parlé, mais peut-être tu peux encore nous dire quelque chose sur le langage qu'il utilise.
Ce que j'aime dire, c'est que l'œuvre de Maurice, elle est très large. Oui. C'est très varié, en fait, son Mhm. répertoire. Oui. Comme je disais, il y a des œuvres qui sont narratives, il y a des œuvres qui sont populaires, il y a des œuvres qui sont beaucoup plus abstraites, concrètes, beaucoup plus pointues. Et c'est ça que j'aime aussi dans ce... C'est pour ça que enfin, j'ai fait toute ma carrière, je pense, avec lui et pour lui, parce que j'aime cette diversité, ce répertoire varié et riche finalement. Et son œuvre, en fait pour moi, c'est ce que je disais juste avant, c'est qu'elle veut dire quelque chose. Il y a toujours un message. Mhm. Et pour moi, c'est le plus important. Je me répète, mais Mhm. c'est vraiment, pour avoir vu ou travaillé avec d'autres chorégraphes, parfois c'est que du mouvement. C'est du mouvement, du mouvement, du mouvement. Je comprends, c'est même un peu à la mode et tout ça, mais c'est parce que je sais que moi, c'est pas ce genre de danse ou de ballet que j'avais envie de faire et c'est pas Mhm. celui qui me touche, moi. Mhm. Moi, j'ai besoin de dire quelque chose, de faire passer un message ou de partager une émotion. Mhm. Et quel rôle joue la nature dans l'œuvre de Maurice Béjart? Parce que aussi dans ce podcast, on parle beaucoup de connexion avec la nature. Et je pense que aussi dans l'œuvre de Béjart, la nature est très présente. C'est vrai qu'en fait, moi, comme ça, je me rappelle un ballet où c'était un ballet consacré un peu à la fin du monde, c'est-à-dire l'extinction un peu de la planète. Le ballet commençait avec des images de bombes atomiques, il y avait des trucs nucléaires. Enfin, nous, on arrivait sur scène, on était avec des combinaisons, des masques à gaz, comme si la Terre n'était plus un espace de vie possible, en fait. Mhm. Et tout d'un coup, on se déshabillait, tout d'un coup, il y avait de la couleur qui revenait sur scène. Enfin, je pense que Maurice, c'était le côté nature, mais surtout écologie, Mhm. ça l'a beaucoup touché. Et je sais qu'il a représenté aussi, en fait souvent il mettait une femme sur scène qui était pour lui mère nature en fait. Mhm. C'était l'idée de la femme, l'idée de celle qui donne la vie, mais donc de la terre, de la nature. Enfin, je Mhm. sais que souvent il y avait comme ça un personnage qui représentait ce caractère ou cette image-là. Après, je sais que Maurice, c'est quelqu'un qui aimait aussi parfois prendre du recul et s'isoler dans son chalet, à la montagne, profiter de la nature, de l'espace, de respirer, s'inspirer. Je pense que je crois qu'on a tous à un Besoin. moment besoin de ça aussi, de prendre un Mhm. petit peu de recul et de profiter un petit peu de, de ce que peut nous offrir la Terre, la La terre. planète, quoi. C'est Mhm. incroyable. Enfin, Mhm. moi, j'ai eu la chance de voyager un petit peu partout aux quatre coins du monde, et c'est fabuleux quand même, tout ce qu'on peut trouver et tout ce que la nature peut offrir Mhm. à l'homme, c'est assez incroyable. Mhm. Et lorsque Maurice Béjart crée des nouveaux ballets, tu disais justement, il s'inspirait aussi de l'interprète. Toi qui en as fait justement l'expérience, que peux-tu nous dire? Qu'est-ce qu'il recherchait justement? Tu disais, il créait, mais il avait besoin aussi de ta création en fait. C'était comme travailler ensemble en fait. Maurice arrivait dans le studio avec, la plupart du temps, la musique était déjà choisie. Il arrivait dans Mhm. le studio avec une musique. Il arrivait aussi avec une idée générale de son ballet ou du message justement allait vouloir faire passer, avec une idée très précise aussi quel caractère, quelle personnalité il voulait Ok. donner à la création. Mais ensuite, la chorégraphie, les pas vraiment, la chorégraphie en elle-même, là, il avait aucune idée. Ok. Donc ça, c'était vraiment la partie créative qu'il fallait faire avec justement l'interprète. Et moi, je me rappelle des fois, Maurice, il me disait, bon, la technique, c'est pas qu'on s'en fout, mais tu vas la travailler. Moi, ce que je veux voir tout de suite, c'est le personnage. Je veux voir si Ok. tu peux être le personnage que j'ai imaginé dans ma tête.
Et moi, j'ai eu la chance de faire des personnages très différents les uns des autres, parce que j'ai joué Roméo, j'ai joué Zarastro, ou Zarathustra, ou Freddie Mercury. Donc, mais c'était génial. Et je me rappelle, il y avait un ballet où Maurice, une fois, donc, je lui dis, mais je comprends pas très bien là, où se situe mon personnage. La chorégraphie, maintenant, à chaque fois, il me disait, la chorégraphie, c'est bien, tu l'as fait bien, les pirouettes, c'est très bien. Là, techniquement, j'ai rien à dire, mais je vois pas le personnage. Et moi, je lui dis, mais je comprends pas où est mon personnage. Il me dit, mais c'est pourtant simple. Tu es à la fois Louis XIV et à la fois Luis Mariano. Et moi, j'étais, oh, là, il y avait vraiment un grand écart. Mais pour lui, donc, il y avait le côté, voilà, c'était encore le côté noble, mais en même temps le côté... Enfin, c'était souvent comme ça des contrastes ou des contradictions. On fallait créer un choc pour pouvoir qu'il sorte quelque chose, en fait. C'est un peu comme une espèce de Big Bang, en fait. Tu vois, tu crées des chocs comme ça pour qu'il y ait quelque chose qui explose et qui en ressorte. Mais pour créer justement ce personnage, tu lisais beaucoup, qu'est-ce que tu faisais? Parce que je pense aussi quand on est jeune, peut-être avec l'âge, on a un peu plus de choses qu'on a vues autour du monde. Mais quand on est jeune, c'est quoi un peu les choses qui te permettaient de comprendre en fait des personnages qui avaient une vie? J'ai lu, et comme je disais tout à l'heure, en fait, Maurice aussi m'a conseillé. Il me dit, tu devrais lire ce livre, tu devrais écouter cette musique, tu devrais regarder ce film, parce que lui-même, c'était un ogre. Il dévorait les livres, il allait voir les films, les expositions. Donc, et je pense que c'est pour ça qu'il avait cette culture si riche. Et en plus, il était généreux, donc il aimait partager. Et donc, moi, je sais que j'ai des livres encore que lui m'a donnés, ou même parfois des dessins. Enfin, ouais, c'est comme ça aussi que moi j'ai chopé comme ça des idées, tu vois, à droite à gauche, tu prends, après tu proposes, et puis après lui il te dit, là ça c'est un peu trop, là c'est pas assez, j'aimerais que tu continues dans cette direction, ou enfin, c'est un travail de construction, en fait. Je crois que la chorégraphie, c'est comme on est des artisans, en fait. C'est quelque chose que tu construis, tu mets une pierre, tu rajoutes un truc par-dessus, puis tu mets un bout de bois, puis c'est un peu bancal, donc tu rajoutes... Tu vois, c'est quelque chose vraiment... c'est de l'artisanat, en fait. De l'alchimie, presque aussi. Je dirais, ça vient après, en fait. Mais pour que ça marche vraiment... Parce qu'en fait, Maurice lui disait lui-même, il a fait des chorégraphies, des fois, qui n'ont pas marché. Et du coup, là, je pense que l'alchimie, elle a pas fonctionné, tu vois, ça n'a pas pris. Mais si ça marche, si la chorégraphie, elle fonctionne, et si le danseur, il est mis en valeur, il brille, et que tout le monde dit « Ah, c'est fabuleux, c'est incroyable », là, ça veut dire que le chorégraphe, avec la musique, avec le costume, avec l'interprète, le tout fait que tout d'un coup, et là tu dis, ça c'était... La dynamique. Ouais, et tout d'un coup on dit, c'est du génie, tu vois, on dit, quelle idée de génie, quoi. Mais c'est pas que son idée, en fait, c'est le tout, c'est tout ce qui... C'est comme, tu sais, comme si toutes les planètes qui tournent, au bout d'un moment, elles ne font qu'une, tu vois, il y a un truc une attraction comme ça, et moi, je prends souvent l'image du Big Bang, tu vois, il y a une espèce de... Tu crées un choc et il en sort quelque chose, quoi. C'est vraiment... Très beau. Et Maurice Béjart disait souvent qu'en Occident, le corps est déconnecté du cerveau. Que voulait-il dire de cette expression? Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire, mais moi, je le comprends comme... Maurice était fasciné par l'Orient, par la culture japonaise, toutes les différentes religions et tout ça. Et je pense que Maurice, dans cette phrase, moi je l'interprète comme ça, il critiquait un petit peu qu'en Occident, encore une fois, on bouge beaucoup, mais parfois ça veut rien dire. Ou alors on bouge, mais sans savoir... Enfin, c'est pas connecté, effectivement, c'est pas connecté. Enfin... Et souvent Maurice disait, mais je vous demande les bras carrés, et t'es comme ça c'est pas carré, carré c'est carré, enfin voilà. Donc la danse c'est une conscience de son corps. Oui. Si à un moment on te dit, tu dois mettre le bras, il est comme si, ton bras, même sans miroir, sans regarder, tu dois savoir que ton bras, il est au bon endroit, au bon moment, et la position, elle est juste. C'est la conscience, la connaissance de son propre corps, en fait. Et ça, un danseur,
Je pense que c'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais danseur. Mhm. Le bon danseur, mais c'est comme un athlète, comme un sportif. Oui. Il connaît tellement bien son corps qu'à un moment, tu peux fermer les yeux et tu sais dans l'espace où est mon corps, où est ma main, où est mon pied. Tu arrives à gérer le truc, non? Je sais pas, Il y a ça. je ne sais pas le terme en français, c'est la propriocezione. Proprioception, ouais, ouais. Oui, c'est le corps dans l'espace en Ouais, fait, ouais, non? ouais. Bah, Et, c'est ça, en fait. et le fait aussi que tu décris très bien, c'est la relation un peu comme j'ai aussi fait une interview à un moine Shaolin. On a parlé vraiment, eux, ils travaillent justement le corps, la tête et l'esprit. Mhm. Et donc, c'est un peu ça, la magie de retrouver aussi son âme par rapport justement au langage aussi du corps. Mais c'est super intéressant. Et toi, tu as joué des rôles fous et très différents. Comment fais-tu face à ces défis? Comment procèdes-tu chaque fois que tu dois jouer un nouveau personnage? Est-ce que j'imagine que justement ou trouver justement ce personnage, c'est peut-être le côté plus difficile. Après, peut-être quand tu l'as répété, tu connais ce personnage, après ça devient une interprétation chaque fois, non? En fait, il y a toujours... Moi, ça commence toujours par un challenge technique et physique. Ok. Il y a toujours... parce que chaque rôle, chaque ballet nécessite une certaine préparation qui est différente, en fait. Il y a des rôles qui sont plus physiques que d'autres qui sont plus techniques. Euh, En fait, au départ, enfin, moi maintenant, je travaille toujours comme ça. Je travaille la préparation physique, je travaille la technique, et puis ensuite, parce que tu répètes. Avant de faire le spectacle, on passe des heures dans le studio. Tu vois, tous les jours, tu fais la même chose. Il y a vraiment une espèce de routine qui s'installe. Mais tu es obligé de passer par là. C'est le processus de répétition tu dois vraiment digérer. C'est quelque chose que voilà, tous les jours, tu refais. Et c'est à force de refaire que finalement, pour le corps, ça devient spontané et naturel. Et du coup, tout d'un coup, tu peux, toi, interpréter, rajouter l'émotion ou le message que tu veux faire Mhm. transmettre. Et oui, après chaque rôle est différent. Donc, ouais, je sais pas. Mhm. Non, non, c'était clair. Et tu as parlé aussi du boléro qui est très connu. Le boléro est l'un des spectacles les plus célèbres et les plus sensuels du ballet contemporain et un rôle qui demande beaucoup d'énergie physique et mentale. Tu es monté pour la première fois sur la table rouge du boléro en 2011. Que représente ce ballet pour toi et quels sont tes plus grands défis? Le boléro, c'est une page un petit peu à part de tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Parce que Mhm. bah, le boléro, c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde, c'est la musique qui est la plus jouée au monde. Mhm. Je crois que j'avais lu une fois dans un article, et je crois que le boléro, toutes les 1 ou 2 minutes, il passe à la radio où il est joué quelque part Dans sur le la monde. planète, quoi, tu vois, Mhm. enfin, c'est vraiment... Donc, l'œuvre musicale, elle est déjà énorme. Et ce qu'a fait Maurice, la chorégraphie, le boléro, c'est aussi un masterpiece. Je pense que c'est l'œuvre certainement la plus connue du répertoire de Mhm. Maurice. Donc c'est vrai que quand on parle du boléro de Maurice, quand on est danseur dans la compagnie et qu'on parle du boléro, il y a ce côté un petit peu, voilà, c'est La cerise le sur le... top du Ouais, top. C'est ouais. vraiment oui, c'est vraiment ça, quoi. Et moi, avant de monter sur la table, pendant des années, j'ai fait partie des danseurs qui sont autour de la Ouais. table. Et ça a été, même ça a été un des plus beaux moments de Enfin, j'ai adoré faire ça. Mhm. Être autour de cette table avec une ou un danseur sur la table et là participer à cette transe, à cette exécution ou à ce, c'est comme si on allait manger la personne qui est sur la table. Même ça, moi j'ai fait ça pendant des années et j'ai adoré faire ça. C'était chaque fois, tu sortais de scène avec cette notion que tu avais tout donné, il s'était vraiment passé quelque chose. Moi j'ai adoré ça.
Et puis à un moment, on m'a retiré des garçons parce que j'avais d'autres choses à faire dans la soirée. Donc finalement, il fallait aussi laisser un petit peu les autres danser. Et puis un jour, c'est pas Maurice, c'est Gilles Roman, le directeur actuel de la compagnie, qui m'a dit bah, maintenant c'est ton tour, tu vas monter sur la table. Et c'est vrai que c'est quelque chose, j'y avais pensé, j'avais rêvé un jour de danser ce boléro. C'était un petit peu. Mais en même temps, je me suis dit, il y a plein de danseurs qui ont fait une grande carrière, qui n'ont jamais dansé le boléro. Donc, voilà, c'est pas parce que je danse pas le boléro que je ne vais pas, que ma carrière, elle est fichue ou elle veut rien dire, qu'elle ne vaut rien, tu vois. Évidemment, le jour où on te dit, bah, tu vas monter sur la table, tu vas danser le boléro, bah là, grosse pression. Donc là aussi, tu dois te préparer physiquement parce que le boléro, c'est 15 minutes, c'est comme un espèce de marathon. Tu commences, la chorégraphie, elle est très répétitive. Ça fait mal au corps parce que le mouvement, il est toujours le même. Donc tu as les mollets qui brûlent, tu as le pied au bout d'un moment qui est endormi, endolori. Après, ça brûle les cuisses. Ton souffle est coupé parce qu'il y a ce crescendo. La chorégraphie, elle est comme la musique. Au début, tu fais rien, tu bouges juste un bras, l'autre bras, tu bouges les deux bras, après tu bouges les jambes, tu bouges tout en même temps. Et puis il faut faire monter. Il y a vraiment, c'est comme un magma comme ça qui commence à prendre de la chaleur, du volume. Et puis après, il y a cette explosion finale. Donc il faut tenir. Moi j'ai vu des gens parfois qui donnaient beaucoup au début et puis à la fin bah, il n'y avait pas cette explosion, tu vois. Non mais tu dois aussi savoir gérer, tu dois l'apprendre, tu dois apprendre ça en fait. Donc ça m'a pris du temps. Moi mon premier boléro je l'ai dansé à Aoste. C'était en plein air, c'était difficile, il faisait froid. J'ai dansé le boléro et puis j'étais pas content. À la fin je me rappelle, je sentais même plus, je faisais les mouvements, mais je contrôlais même plus mon corps. J'étais là, mais en même temps, c'est ça qui est génial. J'adore cette notion de dépassement de soi. Le dépassement de soi, et une fois enfin, ce sentiment, il est incroyable parce que tu es sur scène, tu sais que les gens te regardent, tu es en train de vivre, tu es en train de tout donner, tu transpires, ça fait mal, tu as plein d'images dans la tête, mais il y a un moment où c'est plus toi finalement. On atteint un espèce de. C'est comme les gens qui font de la méditation, ou tu sais, enfin, Tu vas en transe. c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout d'un coup, tu t'es pas monté d'un étage, Oui. tu t'es monté de 30 étages tout Oui. d'un coup, tu sais, et tu es au-dessus, et il se passe quelque chose que finalement, tu maîtrises plus. C'est magnifique à vivre, quoi. Mais oui, parce que quand tu étais en train aussi d'écrire cette sensation, moi, ça me rappelle beaucoup un peu presque ces tribus ancestrales, tu vois, où il y a le feu au milieu. C'est vrai qu'il y a ce côté sensuel, mais la force, je pense, c'est presque un voyage chamanique, tu vois. Total, C'est ça qui est... Et ça devient aussi hypnotique, en fait. Je pense, soit pour les bons danseurs qui sont en train de jouer ce rôle, soit pour les personnes qui regardent, tu vois, en transe. Ouais, non, vraiment. Et souvent, c'est vrai que l'image des gens, tu parlais de sensualité ou sexualité. Oui. C'est vrai que l'image, bah, le boléro dansé quand c'est une femme Oui. sur la table, c'est vrai qu'il y a ce côté beaucoup plus sensuel, voire limite un peu sexuel et tout ça. Mais ça se fait. C'est pas quelque chose que tu dois. Ça doit pas être. Tu dois pas être déclencheur de ça. Oui. Ça doit se faire naturellement. Oui. Moi, c'est pareil, quand je suis sur la table, quand c'est un homme sur la table entouré d'un corps de ballet masculin aussi, il y a plus ce côté un peu, il y a une espèce de confrontation, c'est plus comme un combat. Mais c'est vrai que la chorégraphie et la musique est sensuelle. Oui. Après, tu vois tous ces hommes qui sont avec les lumières, tout le monde est torse nu. Donc, tu vois tous ces corps qui bougent. Effectivement, mais c'est pas quelque chose que tu dois toi-même vouloir mettre en avant. Enfin, moi, je sais que c'est pas quelque chose. Ça se fait naturellement, tu vois. Et je trouve que j'ai vu parfois des danseurs qui voulaient donner ce côté sensuel, et moi, j'aime pas ça en fait. Oui. Je pense que c'est pas. Faut pas que ça devienne facile ou vulgaire, tu vois. Enfin, ça doit rester quand même. J'aime bien le côté où ça doit rester magique. Oui. Pas... Oui, mais je pense que c'est un peu la caractéristique de beaucoup d'œuvres d'art, en fait. C'est
se marcher sur un fil, non? De jamais être trop justement d'un côté, trop de l'autre. Ouais. Et c'est ça qui rend spécial et universel ce langage. Donc, moi, c'est fascinant de voir et je pense que l'effort que tu racontais, c'est aussi très, je pense, spécial à vivre. Surtout après, peut-être pour toi, comment ça a changé pendant les années. Tu le sens beaucoup plus. Et le faire peut-être pendant 2 ou 3 jours d'affilée aussi. Bon, des fois, tu fais un jour, tu fais une Généralement, pause. on fait un jour sur deux Oui. parce que c'est tellement physique Mm. que voilà, moi je le danse une fois sur deux. Mais c'est vrai qu'aussi, bah, entre les premières fois où j'ai dansé le boléro et maintenant, ça a évolué parce que maintenant je maîtrise plus justement ce côté, le crescendo, le côté physique. Je sais aussi à quel moment je peux faire un peu moins pour récupérer. En fait, en plus, quand tu es jeune, tu sais, tu danses, mais tu veux toujours faire tout à fond. Parce que tu as beaucoup d'énergie. Pardon. Tu as beaucoup d'énergie, tu veux toujours un peu prouver, tu veux montrer que tu peux le faire et tout. Mhm. Avec la maturité et l'expérience, tout d'un coup, tu te dis, ah non, mais tu peux faire beaucoup moins et ça fera presque plus d'effet. Mhm. Parce que là où tu vas mettre l'énergie, si tu la mets au bon endroit, eh bien, sur cette note de musique, si tu fais tel mouvement, là, tu emportes et tu emmènes tout le monde et les gens vont pleurer ou vibrer ou enfin ils vont ressentir quelque chose, Mhm. mais ça c'est l'expérience qui Oui. fait ça. Mhm. Au début tu es un peu comme tu vois, Oui. à fond tu tapes dedans, vas-y ouais. Mais après ça devient beaucoup plus subtil et finalement c'est comme je disais tout à l'heure, ça devient plus vrai. On est dans une espèce de vérité où tu te dis, j'ai plus rien à prouver. Je sais que juste de faire ça sur la musique et avec la lumière, voilà, et t'as pas besoin de faire, oui, je vais le faire. Non, non, Mhm. c'est quelque chose ça vient de l'intérieur. C'est beaucoup Mhm. plus profond, en Oui. fait. Et je pense que c'est aussi un peu le secret des athlètes longèves, Qui ont qui font une longue une longue carrière, hein. carrière. Par exemple, là, je pense aussi au tennis, à Federer avec l'âge. C'était quand même toujours aussi magique, ou peut-être plus magique, comme ça, vers la fin de sa carrière, parce que justement, C'est vrai, ouais, je ouais. pense qu'il choisissait justement la bonne stratégie pour être encore, Les bons coups. voilà, plus performant et plus, comme ça, plus harmonieux, parce que Ouais, c'est aussi beaucoup de l'harmonie en fait. ouais. Et quel est ton rôle et ta mission aujourd'hui? Tu t'es posé cette question. Je, je me suis déjà posé la question en fait quand Béjart est décédé en Mhm. 2007 parce que ça faisait déjà donc j'avais travaillé avec lui pendant 13 ans et Béjart est décédé et du coup c'est vrai que là à ce moment-là je me suis posé la question, je me suis dit mais est-ce qu'il est temps pour toi Julien de passer à autre chose, d'aller tenter une expérience différente ailleurs, Mhm. d'aller travailler avec un autre chorégraphe. Et puis en fait, j'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps. Je me suis dit non, en fait, je crois que j'étais au bon endroit, au bon moment. Ce que j'aimais ce que je faisais, j'aimais ce que Maurice m'avait demandé de faire, j'aimais son répertoire. Il y avait encore des œuvres du répertoire que je n'avais pas dansé et que j'avais des œuvres dont j'avais envie d'aborder le sujet, même si c'était. En fait, il y avait d'autres challenges encore artistiques Mhm. dans son répertoire que lui n'avait pas eu la chance. Enfin, moi, j'avais pas eu la chance qu'il me les offre, quoi, en fait, tu Mhm. vois. Et donc, très vite, je me suis dit, non, je dois rester. Et je dois rester aussi parce que si on parle de mission, actuellement, et enfin, je me dis, c'est important pour le public pour ceux qui ont connu Béjart, c'est important de continuer à voir son œuvre dansée par des danseurs qui ont travaillé directement avec lui, parce qu'il y Mhm. a, voilà, il y a un lien direct, mais aussi pour la nouvelle génération, pour les petites filles, les petits garçons, ou voilà, les gens qui découvrent Béjart maintenant. Ma mission, c'est de leur montrer l'œuvre de Maurice comme elle doit être dansée et interprétée. Donc, je me suis rendu compte que les gens qui viennent voir le public qui vient maintenant,
souvent, on me fait la réflexion, on dit, ah, mais on voit quand même, on fait la différence entre un danseur qui a travaillé directement avec Béjart et quelqu'un à qui on a appris la chorégraphie, mais qui n'a pas travaillé directement avec lui. Tu vois, c'est comme si, petit à petit, j'ai l'impression ça perd en authenticité, ça perd en parfum, ça perd en essence, tu vois. C'est comme... Donc, actuellement, moi, je suis danseur. Donc, je danse pour que l'œuvre soit dansée encore avec cette intensité. Et le jour où je danserai plus, je veux faire partie de ceux qui transmettront, parce que je pense être le lien direct entre ce que Maurice avait voulu. Moi, je l'ai interprété, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai pris ces mots, les images. Et donc, à mon tour, j'aimerais aussi les transmettre, pas forcément comme moi. Enfin, évidemment, je pourrais transmettre ce que moi j'ai compris et ce que la façon comment j'ai interprété les choses, mais je préfère en fait, j'ai envie de retranscrire directement. J'ai envie d'être le lien, en fait, vraiment le messager ou celui qui, de ce qu'il a créé, de ce qu'il a dit, et le faire passer à la nouvelle génération. Mais c'est compliqué parce que souvent, quand tu as été interprète, t'as envie d'être unique aussi. Oui, mais il faut accepter à un moment qu'il y a des gens qui ont dansé le boléro, par exemple, il y a des gens qui l'ont dansé avant moi, il y a des gens qui le danseront après moi. Moi, j'ai été à un moment l'interprète du boléro. Mais ça ne veut pas dire que mon interprétation, même si les gens ont aimé mon interprétation, mais ça ne veut pas dire que mon interprétation, c'est celle que forcément, je pense qu'elle aurait plu à Maurice, mais c'est peut-être pas l'interprétation originellement qu'il a voulu, tu vois. Mais il avait l'esprit finalement assez large pour dire, ah, j'aime cette interprétation, mais j'aime aussi celle-ci. Enfin, l'œuvre, elle est vivante malgré tout, tu vois, elle est pas fixée, elle est pas rigide. Mais du coup, si un jour, par exemple, je dois transmettre le boléro à quelqu'un, je vais pas forcément lui dire, ah, fais comme moi j'ai fait. Non, surtout pas. Il faut faire ce que Maurice a demandé. Donc, tu donnes les ingrédients et après, le cuisinier, c'est lui qui va faire... Oui. Et ensuite, j'ai à mon tour envie de diriger, dire, voilà, effectivement, tu fais pas comme moi, mais c'est normal, parce que... Mais ça, le principal, le plus important, c'est que ce que le danseur ou la danseuse propose soit en accord avec ce que Maurice avait demandé ou créé. Ma mission, c'est de préserver et de respecter l'œuvre de Maurice. De ne pas la transformer, tu vois. Magnifique. Et justement, l'année dernière, tu as suivi Roberto Bolle pour la préparation du boléro au théâtre Arcimboldi de Milan. Cette fois, c'est lui qui était sur la table rouge avec les danseurs du Béjart Ballet. Comment est née cette collaboration et quel rôle as-tu joué dans ce contexte particulier? Roberto, c'est un ami en fait, on se connaît, on a dansé. En fait, moi j'ai connu Roberto, on est un peu de la même génération et on s'était rencontrés dans des galas, tu sais, parfois il y a des galas avec des danseurs et tout ça. Et on s'était rencontrés et j'avais eu la chance, Roberto m'avait invité une fois pour faire partie du Roberto Bolle and Friends. On avait fait un tour en Italie et tout, c'était super, très belle expérience. Et Roberto ensuite, je pense que comme il a une carrière extraordinaire et assez internationale, enfin je veux dire il a dansé dans tous les grands théâtres, il avait sa carrière aux États-Unis, la carrière à la Scala à Milan, et je pense qu'il avait, en l'occurrence, le boléro faisait partie des œuvres dont il avait envie aussi. Il avait envie de s'attaquer au boléro. C'est le challenge artistique, mais on sait parce que voilà encore une fois ce que représente le boléro. Quand tu danses le boléro, tu sais que le public va se déplacer pour l'œuvre, donc, je pense que Roberto, il a demandé pour danser le boléro. Je sais qu'il l'avait déjà dansé à la Scala, parce qu'on m'avait aussi invité une fois à danser le boléro à la Scala. Donc, très belle expérience, c'était super et tout. Et puis là, dernièrement, donc c'est Roberto qui dansait le boléro à Milan, mais avec le Béjart Ballet. C'était comme une collaboration. Après, t'expliquer ou te dire comment est née cette collaboration, je sais pas. Je pense que voilà, Roberto
C'est une grande star en Italie. Donc, je pense qu'on a profité. En fait, c'est un peu du business, tu vois, c'est un arrangement aussi, où Roberto danse le boléro, mais du coup, on invite le Béjar Ballet, ça permet au Béjar Ballet D'avoir une visibilité. d'avoir une visibilité à Milan, au théâtre Archibaldi et tout ça. Donc voilà, c'est du business, hein, c'est vraiment... mais après, sur scène, voilà, c'est de l'art, quoi. Ouais. Mais Roberto, c'est vrai il a travaillé tout seul de son côté. Je pense il a travaillé aussi avec certaines personnes à Milan. Et quand nous, on est arrivés, comme on se connaît, c'est vrai que Roberto, il m'a demandé, il m'a dit, ah, mais n'hésite pas à me donner des corrections, enfin pas des corrections, mais à me dire 2 ou 3 choses comme ça. Et on a un bon rapport, donc moi, j'ai pas hésité aussi à transmettre avec lui les choses. C'est pas encore une fois, je transmets pas en lui disant moi je fais comme ça donc tu dois faire la même chose. Non, mais c'est lui donner quelques clés pour que lui, par rapport à sa personnalité, par rapport à son physique, il soit toujours dans le plus juste, correct et dans cette vérité encore. De pas vouloir faire comme, mais d'être. C'est la différence entre faire ou être. Non, il faut être. Oui. Être et paraître aussi, oui. Oui. C'est un truc que j'ai appris quand j'étais à l'école avec un professeur de théâtre. Il m'a dit non, on faisait du théâtre et il m'a dit, moi un jour on m'a dit vas-y, je veux que tu sois une orange. Et moi j'ai fait un truc, j'ai fait une caricature, un truc complètement débile. Et le professeur m'a dit, non, là tu fais l'orange, je veux que tu sois l'orange. Il faut être. Si tu es une orange, quelle orange tu vas être. Et ça, c'est un truc, ça m'a toujours servi dans ma carrière. Quand Béjar m'a dit, tu vas être Freddie Mercury, non, alors du coup, je fais pas Freddie Mercury. Il faut que je sois Freddie Mercury. Et même si je lui ressemble pas, il faut que je sois, il faut que j'ai ce côté, il faut que finalement, que je montre la rockstar qui est en moi. Tu vois, c'est toujours cette question de... Introspection, intériorité. Et je pense que c'est ça que j'ai essayé de transmettre à Roberto dans le boléro. De pas juste faire ou paraître, mais de vraiment être. Bellissimo. Je t'ai invité aussi à participer à ce podcast parce que je crois que tu as la mentalité d'un biohacker. Tu travailles chaque jour pour devenir la meilleure version de toi-même. Qu'est-ce que cela signifie d'être un danseur? Peux-tu nous parler de ton style de vie et des piliers sur lesquels tu travailles quotidiennement? Parce que là, on te voit sur scène, mais je pense que beaucoup de personnes ne s'imaginent pas le style de vie. Et pour moi, dans cette mission que j'ai de divulguer et aussi ouvrir les consciences aux personnes, un peu en interviewant des sportifs ou des personnes qui travaillent sur eux-mêmes. C'est intéressant aussi de connaître le behind the scene, comme ça. En fait, c'est contradictoire parce que effectivement, pour moi, c'est important d'avoir un équilibre. Tu dois avoir un équilibre entre ta vie d'artiste, mais aussi ta vie privée. Et tu dois aussi, parfois tu es à fond dedans. Ça veut dire qu'il y a une discipline, il y a des routines. Tu t'obliges toi-même, tu te dis non, aujourd'hui c'est comme ça. Puis parfois tes amis te disent ah mais en fait non, toi tu dis non. En fait il y a vraiment c'est une discipline. Oui. Tu te mets des contraintes, tu te mets des barrières. Parfois, il y a des choses auxquelles tu te dis non, ça je peux pas le faire, ça je peux pas le manger, ça je peux pas le boire. Mais en fait, on fait ça depuis tellement d'années que tu le fais, mais c'est naturel en fait. Tu te poses même plus la question. Parfois, les amis, moi, me font la réflexion, ils me disent ah mais allez, et je dis non, mais je suis comme ça en fait. C'est devenu tellement naturel parce que tu sais que finalement tu te fais du bien. Oui. Et pour être bien, danser me fait du bien. Oui. Donc si je veux bien danser, en fait tu vois c'est tout un truc,
c'est difficile pour moi de parler de ça, Mhm. mais c'est devenu tellement naturel en moi de profiter de la vie, mais parfois aussi d'être à fond que dans la danse. Et ça veut dire attention à ce que je vais manger, attention à ce que je vais faire, attention à comment je vais dormir, à comment... euh, encore une fois, mon outil de travail, c'est mon corps. Mais je m'oblige rien, en fait. Mhm. C'est devenu très naturel. Ça fait partie de ma mentalité, ma façon de vivre. Mais il faut, pour être comme ça tout le temps, en fait, je suis pas comme ça tout le temps. Encore une fois, il y a un équilibre. Il y a des moments où je profite pleinement, puis il y a des moments où je... C'est pas que j'aime pas dire que je m'oblige ou je m'abstrais, mais c'est juste que je sais pour aller là-bas, je sais il y a un point, j'ai un goal, mais pour y aller, c'est pas tout droit. C'est un voyage, tu vois, Mhm. tu te Mhm. balades. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, non, je comprends très bien, mais parce que aussi, il y a 2 jours, on a parlé avec ce médecin qui est aussi biohacker. Et au début, justement, ces personnes, moi-même, je ne suis pas danseuse, mais en fait, on est anormal par rapport aux personnes qui nous entourent. Mais après, c'est une chose importante pour nous de continuer. C'est pas, au début, c'est peut-être une discipline, mais qui nous permet de comprendre notre corps, comment justement il fonctionne pour avoir une certaine énergie. Donc on sait très bien que si hier soir j'allais me coucher, je ne sais pas, à 1 heure du matin, chose que je fais vraiment super rarement, peut-être une fois par année, je sais comment je vais me réveiller. Je sais que le sommeil, c'est un de mes piliers plus importants. Et donc, tout ça, ça devient peut-être au début ancré, ces routines, c'est complexe parce que c'était au début d'un parcours. Mais après, et nous par exemple, on se mesure avec des devices qui nous disent la qualité du sommeil, ou bien moi je mets le glucomètre par exemple, où je mesure la glycémie. Mais ça aussi, c'est pas pour une question de vivre pour toujours ou pour ne pas penser qu'on est immortel, mais c'est une question de se comprendre, de comprendre comment fonctionne notre corps. Et toi qui tu travailles avec ton corps, c'est encore plus compréhensible parce que ton outil de travail doit être, comment on peut dire, très performant pour que tu puisses vivre aussi une vie équilibrée, avec une harmonie aussi. Parce que, euh, oui, c'est complexe à définir ça, mais pour finir, c'est très simple. En fait, j'aime le moment où ça devient simple parce que c'est intégré. Tu vois, c'est intégré dans ton corps et finalement, les gens, bah, c'est moi. On est comme ça, en fait. Je suis pas né comme ça, mais je suis devenu comme ça par le travail, parce que j'ai travaillé mon corps depuis des années et que tu es concentré, tu es discipliné et tu sais que encore une fois, si tu veux si tu veux que ça reste un plaisir, si tu veux que ça reste euh, euh, le bonheur de danser, tu vois, bah, tu dois en amont, avant ça, tu dois avoir une qualité de vie, tu dois. Mais encore une fois, c'est un équilibre entre la. Ouais, je sais pas, c'est vraiment compliqué pour moi d'exprimer ça parce que je me rends compte, je suis conscient de ces années de travail, parfois tu peux pas, ouais, je vais répéter ce que j'ai dit, mais parfois tu peux pas partager certaines choses avec tes amis ou avec la famille parce qu'il y a la danse, parce que tu es fatigué, parce que ton corps il est comme, mais ça fait partie du truc en fait, ça fait Mhm. partie et quelque part, c'est pas douloureux, c'est pas contraignant, je le fais pas à contre-cœur, Ouais. je le fais parce que c'est naturel. Parce que tu aimes le processus, en fait. Ça, c'est aussi c'est dans le temps c'est sang. dans moi maintenant, c'est vraiment, c'est comme ça, quoi. Mhm. Mais je pense que c'est pareil pour les athlètes, ou c'est pareil pour quelqu'un qui fait travailler son esprit, tu sais. Enfin, il y a des moments où
les autres de l'extérieur vont dire mais tu es malade, vas-y, arrête, décroche. Mais non, moi, ça me fait du bien de faire ça. Oui. Ça me fait du bien tous les jours même si ça me fait un peu mal, mais de stretcher, de travailler la technique. Tous les jours, tu dois te regarder dans le miroir et dire, ok, non, c'est comme ça, ton corps, il est comme ci, comme... Mais c'est comme ça que je me sens bien, finalement. Mhm. Mais pour finir, tu es très connecté avec toi-même. Et les personnes, si tu regardes un peu les personnes qui nous entourent, souvent, elles ont besoin peut-être je ne sais pas, de sortir, parce que c'est plus facile de peut-être pas penser à notre corps. Parce que des fois, c'est aussi compliqué de nous sentir. Parce que nous sentir, ça peut être aussi douloureuse, non? Douloureux. Douloureux. Ouais, ouais. Parce que justement, cette connexion que tu disais avant, du corps Avec l'esprit. avec l'esprit, c'est toujours quelque chose que tu cherches de t'améliorer et de te comprendre. Et donc, tu te questionnes, et se questionner, des fois, c'est pas amusant, non? Ouais, mais... non, c'est vrai, c'est vrai. Et aujourd'hui, justement, tu as 46 ans et tu continues à danser à un très haut niveau. Quel est justement ton secret de longévité? Est-ce que tu as quelque chose que tu dis, hop, c'est ça qui m'a permis d'être... Il y a plusieurs choses. Mhm. Il y a, encore une fois, l'équilibre entre je vis pour la danse, mais j'ai aussi une vie à côté, tu vois. Mhm. C'est important pour moi de ne pas fréquenter que le milieu de la danse. J'ai besoin de fréquenter aussi d'autres gens, de profiter de la nature, des fois d'oublier la danse pour après y revenir, parce que j'aime trop ça, donc je vais forcément y revenir. Mais tu y reviens avec un élan, avec une fraîcheur, j'ai besoin d'aller m'enrichir ailleurs pour après, quand je reviens dans le studio ou quand je reviens sur scène, j'ai aussi quelque chose de nouveau à apporter. Donc il y a ça, mais il y a aussi le fait aussi je dis toujours, j'ai des collègues, ils ont 20 ans, ils ont l'âge que j'avais quand j'ai commencé. Et même si j'en ai 46, mais c'est tellement stimulant de fréquenter aussi des jeunes, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, et tout d'un coup, c'est une nouvelle génération, ils n'ont pas grandi à la même époque que toi, donc ils ont un œil aussi différent, ils ont des idées différentes, ils apportent quelque chose de nouveau, et ça, c'est très stimulant. Ça, je sais que j'aime beaucoup, mais j'aime aussi partager aussi parfois une soirée avec des gens qui ont 70 ou 80 ans, parce que eux, c'est une autre expérience, une autre vie, une autre époque. Mais moi, c'est très inspirant aussi, tu vois. Donc, c'est très... Moi, j'aime quand il y a des grands écarts, tu vois. sans jeu de mots, tu vois. Mais quand, voilà, les jeunes, les vieux, tu prends le soleil, la lune, le noir, le blanc. Il faut avoir... l'esprit et les yeux vraiment partout. Tu vois, ça doit être très large. Et ça... Pour enlever aussi des dogmes, non? Aussi ou des caricatures, pour pas devenir une caricature de toi-même. Oui, et je pense, je sais pas si c'est ça mon secret, mais c'est ce qui me permet de continuer et d'avoir toujours envie, en tout cas, d'être... ouais. Même si parfois, comme j'ai dit, parfois c'est difficile physiquement, parfois t'as pas envie, il y a des jours... En fait, ce que je réalise, c'est qu'avec l'âge, tu peux plus faire la même chose tous les jours, au quotidien, tu vois, parce que j'ai besoin de plus de temps de récupération, j'ai besoin de plus de temps de préparation. Mais par contre, quand c'est le jour J, quand c'est le jour du spectacle et tout, là, je suis à fond, je suis à 200%, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu es jeune, tu peux enchaîner. Tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 10 spectacles. À 46 ans, tu dis non, je ne vais pas faire 10 spectacles. Je vais en faire que 5, mais avec un jour de repos. Mais évidemment, les 5 spectacles, je veux être à 200%. Je veux et je serai à 200%. Mais ouais, j'aime ça. J'aime la vasteté. Enfin, je sais pas si on se dit vraiment, mais j'aime quand c'est vaste, quand c'est grand, quand ça va d'un côté à l'autre.
j'ai besoin Les de tout. contrastes aussi. Les Ouais, contrastes ouais, font ouais, aussi ouais. la créativité ou donnent quand même des idées pour être beaucoup plus créatif. Si quelqu'un se renferme dans des mêmes endroits, Ah, t'as ouais, pas ouais. de... Non, Non. et comme, encore une fois, j'aime pas rester tout le temps dans exactement, tu vois, dans le même cercle. Oui. Il y a un cercle, mais parfois tu dois aussi sortir du cercle pour y revenir, Mhm. et puis il y a un cercle comme ça, puis il y en a un autre, il y en a un autre. Enfin, c'est Oui. important d'avoir vraiment un œil, de garder et d'être conscient que finalement, la danse dans le monde, c'est quoi? C'est ça, tu vois, Mhm. dans tout ce qui se passe sur la planète. La danse, je sais, c'est rien, c'est récréatif, finalement. Mhm. C'est pas la danse qui va sauver le monde, tu vois. Maintenant, il y a Mhm. des guerres partout, la planète, elle est en train de mourir et tout. C'est pas la danse qui va sauver tout ça. Mhm. Mais mais en tout cas, moi, de danser, ça me fait du bien. Et je sais que ça fait du bien aussi à certaines personnes de voir les gens danser. Mhm. Donc, mais je pense qu'il faut garder cette conscience la plus large possible. Oui. Et c'est bizarre aussi, tu parles de l'importance de la danse. En fait, dans des tribus aussi ancestrales ou des autres pays, les gens dansent beaucoup plus. En Afrique, on danse beaucoup plus. Et depuis Et toujours. depuis Ouais, ouais, toujours. ouais. Et ça, peut-être, c'est une chose que notre culture a perdue et qui pourrait justement donner, comme par exemple la musique. Maintenant, j'ai parlé avec une professeure d'Harvard sur les télomères. Justement, c'est une caractéristique qui te permet de comprendre la longévité. Et elle a écrit un livre sur l'importance de la musique ou la méditation. Mais je pense la danse, à part que c'est aussi physique, comme tu disais, donc l'aspect du mouvement, de l'exercice, c'est aussi quelque chose qui permet d'être plus longève. Mais la danse, pourquoi on a perdu cette caractéristique dans notre culture? Et est-ce que tu vois que ça peut changer ou ton métier peut donner aussi quelque chose? Je pense que, comme tu dis, il y a quelque chose de très. C'est ancestral. C'est ancestral, c'est tribal. Oui, Je pense qu'il y a plein de gens qui dansent, mais oui, sans le savoir. oui, Et puis, tu as ceux qui dansent, mais qui sont conscients oui, de ça, en fait. Et malheureusement, il y en a pas beaucoup, je pense, qui dansent avec conscience. conscience. Mm. Mais je pense que l'humain, naturellement, il danse. Marcher, c'est déjà danser, tu vois. Mhm. Enfin, tu vois, moi, je parle, mais j'arrête pas de bouger dans tous les sens. Non, mais tu vois, enfin, c'est... Mm. ouais. Ouais. Et on a compris le rôle qui joue la récupération et aussi le sommeil dans ton hygiène de vie. Est-ce que tu as comme ça, des hacks, des choses à nous partager dans ce milieu-là ou c'est quelque chose que... Encore une fois, c'est un équilibre. Mais c'est vrai que maintenant, avec l'âge et avec le fait que le corps, à un moment, il est un peu usé, il est fatigué, le sommeil est très important, je m'en rends compte, même si pendant des années, c'était quelque chose qui... Tu n'y prêtes pas attention, mais maintenant, avec le recul et avec la maturité, tu comprends que le sommeil est très important, tu dois avoir une bonne hygiène de vie. Moi, quand je suis en vacances, par exemple, tu vois, pendant les vacances, parfois, comme je disais, j'oublie la danse, j'oublie que Julien, il est danseur. Mais quand Julien, il est danseur, j'ai une routine. Mhm. Je suis un peu, Est-ce que tu veux nous paraître, raconter un peu ça la peut paraître routine? un peu Non, non. comme des tocs, tu vois, mais non, je suis réglé. Je me lève toujours à la même heure. Le matin, je fais la même chose. J'ai une petite routine de mise en route, tu vois, pour mon corps corporel, où je fais quelques mouvements, je fais un peu de renforcement musculaire. Après, je mange. Je mange souvent la même chose. C'est vrai que c'est comme ça, c'est des petites choses. Mais je fonctionne comme ça. Parce que je sais que ça marche, que ça me fait du bien. Donc, je le reproduis au quotidien, Ok. en fait. Mhm. Pour éviter pour éviter les blessures, pour être plus performant, enfin voilà,
Après, je dis pas que ça veut pas dire qu'un jour, si ça se passe pas comme ça veut pas dire que je serai pas performant mais c'est juste tu optimises, tu mets toujours toutes les bonnes choses de ton côté pour être toujours le plus performant. Finalement, pourquoi? Pour que tu te sentes bien, toi, physiquement, mentalement, et pour que quand je danse, ça soit encore juste que la notion de plaisir et et de partage, parce que si à un moment je dois danser avec quelqu'un, tu as envie que ça se passe bien, ou tu vois, donc, mais ça se fait encore une fois naturellement. C'est pas un truc que tu t'imposes ou que tu t'infliges, tu vois, c'est quelque chose, ça se fait vraiment, voilà. Et avec les années, finalement, tu réfléchis même plus, tu vois, c'est intégré, c'est vraiment... Et est-ce que tu fais aussi de la supplémentation à côté de l'alimentation, ou c'est quelque chose que tu n'as jamais, donc des vitamines ouais. Et comment on peut dire, tu as changé aussi dans les années cette oui, intégration? ça dépend aussi des périodes. Il y a des périodes où justement quand c'est plus intense, tu vas favoriser tel ou tel supplément. Et puis il y a d'autres où parfois il y a une espèce de base, tu sais, il y a toujours une espèce de base. Et puis après, selon est-ce qu'on va partir en voyage, est-ce qu'on va partir très long, est-ce qu'on part longtemps, pas longtemps, est-ce que je vais beaucoup danser, est-ce que ce que je vais danser, est-ce que ça va être très physique, est-ce que ça va me demander beaucoup, bah après tu adaptes en fait, tu vois. Il y a des moments où je vais favoriser tout ce qui est vitamines et minéraux. Il y a d'autres moments où je vais favoriser autre chose. Enfin, et puis pas les mêmes sources. J'essaye de varier aussi, tu vois. Il y a pas un truc vraiment établi. Il n'y a pas un protocole, mais il y a de la flexibilité aussi là. Oui. Ouais. Et j'aime en plus essayer ou tester. Enfin, tu vois, tu es toujours à un moment de ta vie, peut-être tel ou tel produit, ça va fonctionner, mais à un autre moment de ta vie, bah, ce produit ne fonctionne plus et tu vas essayer autre chose, tu vois. Donc, tu es un vrai biohacker, tu vois, tu testes aussi. Ouais, non, mais il faut. Ouais. Et tu es suivi aussi comme ça, un médecin avec cette mentalité de biohacker ou... On est suivi, mais c'est vrai qu'après, comme on est tous différents, chacun est libre de faire un petit peu. Et c'est vrai que moi, j'hésite pas à aller chercher sur Internet ou rencontrer des gens, en parler. Et j'essaye certaines choses. Mais tu essayes, des fois ça fonctionne pour toi, mais ça veut pas dire que ça va fonctionner pour les autres, ou quelque chose qui a fonctionné pour toi va peut-être pas fonctionner pour moi, tu vois. Enfin, donc voilà, il faut rester. Moi, je reste toujours ouvert, vraiment. Et quelle est ta relation aussi avec la nature? Est-ce que tu as des routines que tu fais à l'extérieur, ou c'est plutôt toujours... C'est pas régulier. C'est quelque chose qui est important pour moi quand même, tu vois. Enfin, je sais que parfois quand on travaille, tu passes beaucoup de temps. Tu vois, on est à l'hôtel le matin, tu t'as dormi, tu fais ton petit déjeuner, tu bouges un peu, tu passes toute ta journée dans le théâtre, donc tu es dans le noir. Tu es dans un bâtiment en béton, ou tu es dans un joli... Même si le théâtre, c'est un théâtre magnifique, tu vois, mais tu passes toute ta journée dans le théâtre, tu sors le soir, il fait nuit, tu vas manger, tu retournes dans la chambre d'hôtel. Donc c'est vrai que moi, dès que j'ai du temps, pour moi, un peu de temps libre, j'aime bien profiter. Je viens d'un endroit en France où il y a l'océan, tu vois, donc moi j'aime l'eau, j'aime l'océan. Ici en Suisse, on a la chance, il y a quand même beaucoup de lacs, donc moi je profite aussi du lac, les montagnes, j'aime les grands espaces. Même parfois, tu sais, juste tu te poses, et comme une espèce de méditation, introspection, où tu profites, tu fais un peu le vide dans ta tête, tu profites du soleil, tu profites de ce que t'offre la nature. Enfin, c'est important d'avoir des moments pour... en fait, c'est important d'avoir des moments pour moi aussi, et seul, pas forcément tout le temps entouré de gens et tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne aussi où parfois je m'isole un peu. Et ça veut pas dire que j'aime personne. Non, mais c'est juste qu'il y a des moments où tu as besoin d'être seul. Et tu vois, là, j'étais en vacances il n'y a pas très longtemps. Je suis rentré voir ma famille. Mais c'est vrai que pendant plusieurs jours, à un moment, je disais, je vais marcher tout seul sur la plage. Et j'aime bien marcher tout seul sur la plage. Il y a du vent, il y a l'océan, il y a des vagues, je sais pas... Ça fait du bien, enfin, c'est très ressourçant, quoi. Après, je suis parti pendant une semaine marcher dans le désert.
Ça aussi, c'est complètement différent, mais c'est quelque chose que je connaissais pas et je voulais tester et je l'ai fait. Et c'est des périodes où ça me permet d'analyser ce qui a été fait et ça me permet aussi de me projeter sur ce qui va être à faire et comment les prochains défis, les prochains challenges, comment je vais les aborder. En fait, c'est des moments qui me permettent, moi, d'analyser un De te petit peu. ressourcer aussi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, parce qu'après, quand tu es dans le feu de l'action, parfois, bah, c'est physique, mais T'as pas le temps de réfléchir. ouais, ça parfois, devient. ouais. Mhm. Donc, Et la baignade froide, les saunas, toutes ces choses-là, est-ce que tu fais quelque chose? beaucoup. Ah, Je suis fan. j'étais en train de creuser un peu sur tes routines, mais ça sortait pas ces aspects-là. Non, en fait, ça, c'est quelque chose que je fais ici. Il y a pas, enfin, il y a pas très loin d'ici. Mais non, c'est quelque chose. Et ça me fait du bien. Ok. En fait, j'aime ce qui me fait du bien. Tu vois, que ça soit la baignade, le repos, le soleil, l'eau froide, le sauna, les gens. Il y a des gens qui te font du bien, il y a des gens qui. Mais tout ça, encore une fois, c'est très large, c'est très différent. Mais oui, je prends beaucoup. Je suis comme ça. C'est un peu, parler avec toi, c'est comme parler avec un cueilleur de champignons. Ils te racontent un peu, mais ils veulent pas être trop précis sur l'endroit. Ouais, ah mais oui, exactement. Non, non, Il y oui, a oui. toujours les secrets qui vont, hein, Oui, mais un peu après, de secrets. oui, mais parce qu'encore une fois, je pars toujours, enfin, j'ai toujours dans l'idée que ce qui me fait du bien à moi ou ce que j'aime moi, Pas c'est forcément. pas forcément plaire à tout le monde. Ça, c'est. Et je suis pas en train de, j'aime pas, je suis pas quelqu'un qui veut convaincre tout le monde, tu Non, non, vois. c'est. Et je sais que par exemple, moi, je fréquente pour mon corps l'ostéopathie, c'est quelque chose qui me correspond beaucoup. Oui. Et il y a des gens chez qui ça va pas du tout, chez qui ça marche pas du tout, ça matche pas du tout, tu vois. Et il y a des gens qui vont aller peut-être une fois par année chez l'ostéopathe, ça leur suffit. Moi, je sais que l'ostéopathe, j'y vais tous les 15 jours. Et c'est une espèce de routine qui est intégrée. Tous les 15 jours, j'ai besoin d'aller voir l'ostéopathe. En plus, il me connaît. Le mec, ça fait des années qu'il me connaît, il connaît mon corps. Et lui, il est capable de dire, ah, ben, en ce moment, tu es plutôt comme ci, en ce moment, tu es plutôt comme ça. Parce qu'à travers mon corps, il va voir comment. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Ah, ok. Donc là, tu nous as, Ouais, j'ai quand même donné donné un petit donné un peu. petit peu. Et quels sont tes prochains spectacles? Là, en ce moment, on est à Lausanne pendant un mois, même un peu plus d'un mois, parce qu'on est en période de création. Donc, on crée un nouveau spectacle. Il y a 2 chorégraphes invités qui sont là, qui font des créations. Et ensuite, on va repartir en tournée. Donc, j'ai un spectacle à Bruxelles, j'ai un spectacle en Italie, en Allemagne. On a des spectacles ici en Suisse et au mois de juin, ici à Lausanne, au théâtre de Beaulieu. Donc, on présentera les 2 créations sur lesquelles on est en train de travailler maintenant. Et il y aura aussi le boléro. Donc, je vais danser le boléro ici à Lausanne au mois de juin. Super. Et peut-être comme avant-dernière question, je voulais te demander quel message veux-tu transmettre aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui? Moi, en fait, parce qu'autour de moi, évidemment, tu vois, parce que comme on grandit, moi maintenant, j'ai mes amis ont des enfants qui, à leur tour, font aussi de la danse et tout ça. Et puis, souvent, le message que je leur dis, c'est tu dois te faire plaisir. Tu dois te faire plaisir, tu dois, si danser, ça te fait plaisir, alors danse. Et tu dois pas perdre cette... Fraîcheur. Tu dois pas perdre cette spontanéité, cette naïveté. En fait, moi, je crois que quand je danse, même à 46 ans, quand je vais sur scène, je danse encore comme le petit garçon, comme le petit Julien à 8 ans, qui il savait pas trop ce qu'il faisait, mais il mettait de la musique et il mettait un costume et il dansait, tu vois. Enfin, ça, tu dois pas le perdre. Tu dois... Et c'est ça qui fait que ça reste magique et que les gens, même quand les gens te regardent encore avec, oui, un œil un peu émerveillé. Mais oui, prendre du plaisir. Et, ça doit rester, ça doit rester du plaisir. Enfin, la vie, finalement, elle est courte, tu vois. Et oui, tu dois travailler. En fait, je suis pour le travail, je suis pour travailler. Il y a des moments où ça doit être difficile, physiquement, mentalement.
tu dois passer par ces étapes-là pour après être libre. En fait, je crois que sur scène, maintenant, mais ça tu le sais après avec la maturité et l'expérience, j'ai parlé tout à l'heure du dépassement de soi, mais une autre notion qui est maintenant importante pour moi, c'est quand tu peux t'abandonner. La notion d'abandon. Tu vas sur scène et finalement, tu sais que ton corps, il connaît. Ton corps, tu l'as travaillé pendant des années. Ton corps, il connaît par cœur. Et toi, tu es conscient de ce que tu fais avec ton corps et tout. Du coup, tu peux t'abandonner. Tu n'as même plus besoin de réfléchir ou de dire « Ah, je dois faire comme ça. Ah, là, la musique, elle est comme ci. » Abandonne-toi. Et là, on arrive dans tu sais, comme on disait tout à l'heure, c'est à la fois l'extase, à la fois la transe, à la fois... ça te fait du bien, c'est une jouissance, tu vois, c'est vraiment... mais ça prend du temps avant d'arriver à ce stade-là. Et beaucoup de personnes disent que quand même le ballet, c'est quand même de la compétition. Il y a beaucoup de compétition, un peu comme dans le sport en fait. Parce que je pense que tu obtiens aussi certains résultats. Tu dis avec le plaisir, avec tout ce côté aussi d'amour pour la danse. Mais je pense aussi quand tu étais jeune, quand tu as fait justement cette étape en passant de l'atelier à la compagnie, il y a quand même, je pense, le regard des autres, l'autre personne qui aimerait bien être à ta place. Comment tu as géré aussi la compétition? Tu penses que tu es quelqu'un de compétitif? Pas trop en fait. Okay. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui peut être compétitif. Okay. Mais je crois, moi je suis des gens qui pensent que, encore une fois, je pense que pour moi la danse, tu vois, à choisir entre si un danseur fait 6 pirouettes et puis celui d'à côté il en fait que 3, mais que c'est 3 pirouettes qui veulent dire quelque chose, je préfère celui qui fait que 3 pirouettes. Okay. Je préfère faire 3 pirouettes qui veulent dire quelque chose et qui vont faire passer une émotion, plutôt que 6 pirouettes magnifiques, mais qui seront vides, tu vois, où il n'y a pas de... Oui. C'est pour ça que pour moi, j'ai jamais vraiment fait de concours, j'ai pas gagné j'ai pas eu la médaille d'or de je sais pas trop quoi et tout. Et je le dis très sincèrement et honnêtement, je sais que je suis pas et je crois que j'ai jamais voulu être le meilleur danseur du monde parce que très vite, j'ai compris qu'il y avait des meilleurs danseurs. Il y a des gens techniquement qui étaient meilleurs que moi. Mais je pense que j'ai réussi à trouver et à toucher les gens par, encore une fois, cette vérité, cette spontanéité, ou juste parce que j'avais un message à faire passer. Et c'était vraiment, voilà, j'avais quelque chose à exprimer, à dire. Et c'est ce qui touche les gens, en fait. Oui, c'est vrai. Tu as trouvé comment on peut dire, ton mode de communiquer. Donc, c'est ça. Ouais. Et une dernière question avant de te laisser aller. As-tu un ou plusieurs livres qui t'ont particulièrement inspiré dans ton parcours? En fait, je peux pas... Non, il n'y a pas vraiment un livre qui est un peu, tu vois, décisionnaire ou vraiment... Mais c'est vrai que... Quand je regarde un petit peu ce qui me touche, ou enfin ce que j'aime bien lire, j'aime beaucoup les biographies. Gamin, quand j'étais enfant, évidemment, j'ai lu la biographie de Nourieff, j'ai lu le journal de Nijinsky. Enfin, c'est des choses qui sont inspirantes parce que c'est le milieu dans lequel tu rêves d'évoluer, donc ça te donne plein d'idées et tout ça. Donc ça, c'est des choses, oui, qui m'ont... Mais ça m'a pas guidé, tu vois, ça m'a pas guidé. Ça m'a juste... Je crois que ça m'a fait rêver. Ça te donne juste l'envie de... Ouais, l'inspiration. Ça fait rêver. Mais ça te guide pas. Après, en étant adulte, j'ai lu des livres qui... Effectivement, par exemple, tu vois, Maurice Béjart, il m'a dit, tu dois lire Nietzsche. Tu dois lire Ainsi parlait Zarathustra. Mais c'était compliqué pour moi. Et Maurice m'a fait rire parce que Maurice me disait... Je sais, c'est compliqué à lire, mais tu fais comme moi, tu lis une ligne sur 2. Oui, mais
c'est toutes ces personnes qui connaissent aussi la physique quantique. Ils te disent, prends 4 ou 5 livres, ça, tu pioches ici et là-bas, et puis tu verras que ton esprit C'est ça. va prendre ce qu'il a Mais je besoin. pense que le plus important, encore une fois, c'est de pas avoir l'esprit trop étroit comme ça. Tu dois rester ouvert et tu peux commencer à lire Nietzsche et puis si au bout d'un moment mais au moins tu as commencé. Tu lis Nietzsche puis après tu lis autre chose et puis tu reviens sur de la littérature classique. Enfin, moi j'aime la diversité. Tu vois, j'aime quand c'est large et qu'il y a plein de couleurs. Tu vois, là, sur ma palette, il y a toutes les couleurs. Super. Il faut que ça reste comme ça, riche et vivant. Moi, je te remercie pour nous avoir comme ça raconté ton histoire et ta passion, parce que vraiment, moi, je ressens ton énergie et je suis sûre que aussi les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, ils ont profité de ton, comme ça, de ton wisdom, de ta, comment on dit en français, wisdom, mais de ta sagesse. Oui, pardon. Mais merci à toi. Et c'était un plaisir de partager avec toi et j'espère ne pas avoir trop parlé. En tout cas, non, j'espère avoir... En fait, tu sais, tu te poses toujours la question, est-ce que j'ai réussi à me faire comprendre? Parce qu'encore une fois, les mots sont pas forcément ce qui est le plus facile pour moi pour m'exprimer. Donc, si je dois conclure, je dirais, alors, venez me voir sur scène, comme ça vous comprendrez peut-être mieux ce que j'ai essayé de vous faire partager aujourd'hui. Absolument. Puis je vais laisser un peu les links, les liens, d'où les personnes peuvent aller voir justement du Béjar Ballet et puis aussi ton link Instagram, que des fois tu publies des choses. Donc merci beaucoup Julien et à tout bientôt. Merci.